Bonjour tout le monde. Alors, je suis Manuel Codina, donc réalisateur, directeur photo, monteur depuis bien des années. Je vais vous montrer une petite image pour voir un peu qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers temps. Comme vous voyez ici, comme on voit sur les photos, on voit un jeune homme, pas de barbe, avec une couette. Ça, c'était moi il y a quelques années, justement, qui tournait déjà avec la RED ou les formats broadcast. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse depuis vraiment longtemps, puis on va couvrir un petit peu ces aspects-là. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, grosso modo, on va parler un peu d'abord faire un petit survol, un petit historique de qu'est-ce que c'est comment ça a évolué le matériel de prise de vue depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. On va faire un très, très rapide survol là-dessus. On va parler des nouvelles capacités de tournage qu'on retrouve aujourd'hui. Et puis aussi, on va parler du grand changement du 4K, parce que tout le monde parle de « Ah, le 4K, c'est génial, c'est génial ». C'est quoi vraiment la différence et à quel niveau il y a eu réellement un changement qui s'est introduit? On va parler un petit peu des défis du montage et puis les diffusions aussi. Où est-ce qu'on peut regarder du matériel 4K? Comment on peut le consulter? Où est-ce qu'on peut le diffuser si, par exemple, on produit? J'avais peut-être une petite question. Je voulais savoir, est-ce qu'il y en a ici qui font déjà de la vidéo, qui font déjà du tournage? OK, parfait. Côté consommateur, professionnel? Professionnel, parfait. Les autres, consommateurs? Excellent. On va couvrir pour tout le monde, alors inquiétez-vous pas. On n'a pas besoin d'avoir une caméra à 29 000 $ pour faire des bonnes vidéos. Dans le fond, bien souvent aussi, ce qu'on dit, c'est que ce qui va faire la différence entre avoir une bonne image et une moins bonne image, c'est le 30 cm derrière l'objectif. Donc ça, on s'entend là-dessus. Donc, je vais vous montrer un petit peu, juste pour vous positionner un peu. C'est une démo que j'avais faite à l'époque où j'avais ma compagnie de production avant de travailler chez Lozo. Et ça va vous donner un petit peu une idée de mon parcours. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée d'un peu mon parcours. J'ai vraiment touché à tous les niveaux de la production, autant de la captation de spectacles que de la fiction, que du corporatif. Donc vraiment, on a balayé très, très large. Donc c'est un peu ça mon parcours, donc la réalisation, direction photo, montage, direction technique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on m'a demandé est-ce que tu serais intéressé de faire une conférence, je me dis la vidéo 4K, on est là. De toute façon, la plupart des caméras aujourd'hui qu'on utilise, qu'on a en magasin, entre autres, font du 4K. Je vais vous en faire un petit aperçu tout à l'heure. Mais d'abord, peut-être parler un petit peu de l'évolution
des caméras, comme vous voyez sur l'image, on peut imaginer que, bien qu'elle soit carrée, la grosse caméra que le monsieur utilise, c'était pas une GoPro, c'était un petit peu plus encombrant, comme vous voyez. Et puis, on est rendu maintenant avec des caméras qui font du HD ou du 4K et qui ne sont pas plus grosses qu'un iPhone. Donc, dans le fond, au début, on se demande, donc ça c'est vraiment très très sommaire, mais je voulais juste vous en parler quand même un petit peu, d'où venait l'idée d'avoir un ratio d'image rectangulaire. Parce qu'on le voit maintenant, les télés, on voit, elles sont 16:9 et tout. Avant, elles étaient 4:3, mais avant ça, on était au cinéma et dans le fond, c'était l'idée de se rapprocher de la vision humaine. C'est-à-dire que, vu qu'on voit en stéréo, on a deux yeux, donc on a une vision plus large que haute. Et c'est pour ça que quand on avait fait quand ils ont décidé des standards d'image, ils sont allés dans cette direction-là. Dans les années 20-30, ils ont choisi la pellicule 35 mm parce qu'à l'époque, elle était déjà très répandue au niveau de la photo. Et contrairement à la vidéo, contrairement à la photo, la pellicule se promenait dans le magazine verticalement. Donc, elle descendait au lieu d'être horizontale. Donc, évidemment, on sauvait quand même substantiellement de pellicule parce qu'on s'entend que du 35 mm, c'était avec 1000 pieds de pellicule, on faisait 11 minutes. Alors, et ça coûtait évidemment une fortune à développer. Maintenant, on sait, les cartes mémoire, on les remplit, on les vide, puis ça ne coûte rien. Là. On est rendu à un autre endroit, mais à l'époque, il fallait penser un peu plus comment on allait tourner notre matériel, puis on prévoyait nos shots, parce qu'on ne pouvait pas dire « Oh, on laisse tourner, puis on va avoir du bon matériel ». Ça coûtait une fortune. Ensuite, on a eu, dans les années 50, quand je vous parlais d'un survol, hein, on saute des décennies rapidement, mais quand la télévision est arrivée, puis là, les gens ont commencé à délaisser le cinéma, disant, donc plus besoin de partir au cinéma, puisque maintenant, on l'a à la maison, c'est merveilleux. Ouais, c'était merveilleux. C'était en noir et blanc, c'était carré, la télé était petite, mais ça créait quand même une autre dynamique que les salles de cinéma. Donc, évidemment, les propriétaires de cinéma, les studios qui produisaient les films, se sont dit, il faut qu'on se différencie de la télévision. Parce qu'à l'époque, le format d'image était encore assez proche, c'était du 1,33, donc 1 de haut pour 1,33 de large. Donc, c'était juste des ratios, c'est comme ça qu'on les calcule. Et donc, ils ont décidé d'aller vers d'autres formats. Donc, ils ont élargi, on a fait le 1,85, le 2 pour 1, le 2,66 pour 1, le 2,35 et le 2,39. Donc, comme vous le voyez, le 2,39, c'est celui que les blockbusters utilisent depuis plusieurs années. Le 2,35, que beaucoup de gens connaissent, c'était plus le cinémascope. On était dans les années 70 à peu près. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est encore ça aujourd'hui le format, parce qu'évidemment, les chiffres sont proches, mais le format actuel, cinéma en scope, c'est le 2,39. Ouais. Donc, ça, c'est un ratio qui est, moi en tout cas, que j'aime beaucoup, personnellement. Mais d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais à l'université en cinéma, j'avais fait un film où j'avais mis des bretelles, parce qu'à l'époque, on masquait, on n'avait pas de lentilles anamorphiques pour faire ce genre d'image-là sur la pellicule. Et on s'amusait à dire que le film avait été tourné en super manualitoscope. Bon. Qu'est-ce que c'est anamorphique? Anamorphique, c'est des objectifs qui vont compresser l'image parce que, dans le fond, le capteur est moins large. Si, par exemple, on voit l'image 1,85 en rouge, si on veut avoir une image en scope, mais qu'on va avoir le maximum d'informations verticales, on va compresser l'image verticalement. Ce qui permet donc, après ça, quand on la redéconvertit, garder le maximum de hauteur de l'image, tout en ayant conservé. Donc, c'est une compression verticale, juste dans un axe. Ce qui fait d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, certains films de Spielberg, entre autres, où quand il passait la lampe de poche vis-à-vis de la caméra, on voyait une belle ligne verticale, c'était des objectifs anamorphiques. Des objectifs aussi très gourmands en lumière. On mangeait un bon 2 stops facile. Et puis, mais par contre, ça donnait évidemment une autre dynamique. C'est-à-dire, par exemple, on dit, j'ai une 50 comme ça, mais je suis peut-être en une 25 en largeur. Donc, c'était une autre manière de penser qui donnait des images, qui a une esthétique unique. Donc, maintenant, en fait, il y a plein d'ordinateurs qui nous permettent même de logiciels, de plugins qui nous permettent d'avoir le même genre d'effet, faire des flares verticales. C'est assez populaire aussi. Quand on regarde au niveau de l'évolution,
Donc, il y en a certains ici probablement qui reconnaissent certains types de modèles, d'autres peut-être moins. Donc, les plus jeunes qui ont été habitués avec directement ce qu'on avait plus en milieu de page. Si on regarde en haut les anciennes caméras, donc pellicule, on voit l'évolution. Pas tant au niveau de l'ergonomie. Si on regarde la petite caméra, la RCA, là, en haut à droite, et qu'on compare avec la FS7 qui est en bas à gauche, qui est une caméra actuelle, on se rend compte que la position de la main va être à peu près la même. Donc, au niveau ergonomique, à un moment donné, on ne peut pas inventer la roue 3, 4, 5, 6 fois. Il y a des constances qui restent. Il y a des trucs, il y a des idées qui sont sorties il y a plusieurs années qu'on a réutilisées. Comme vous le voyez, l'image, je crois que c'est George Lucas, si je ne m'abuse, avec la caméra Panavision. Mettons que ce n'était pas le genre de caméra qu'on utilisait à l'époque pour faire de la caméra épaule ou de la caméra documentaire comme on retrouve, comme la Bolex par exemple, moi j'ai déjà utilisé cette caméra-là. Bon, j'ai dans la quarantaine, mais à Concordia, quand j'étais en 97, en première année, on utilisait encore cette caméra-là. Donc c'était très très intéressant, ça faisait une esthétique particulière, mais c'était intéressant comme vieille caméra. Et ensuite, bien évidemment, l'évolution, on est passé au numérique. Après la pellicule, au début, c'était la vidéo, ça valait ce que ça valait. Généralement, c'était pas très beau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, au niveau des standards de télé, on parle souvent du standard NTSC, qui est notre standard nord-américain, puis au Japon aussi. Et un des gags des techniciens en vidéo... Never twice same color. Exactement. Never twice the same color. Donc, il fallait toujours ajuster les machines, il fallait toujours recalibrer. On partait le matin, on calibrait, on n'avait pas le choix. C'était des tubes, hein? Aussi. Ça shiftait. Oui, ça shiftait. Puis aussi, si on envoyait, si on pointait la caméra vers une lumière, comme ici, j'ai des DEL, ben, pendant un bon moment, on allait voir les fameuses lumières comme brûlées dans l'image, dans les tubes. Donc, on a fait énormément de chemin depuis. Les caméras sont devenues de plus en plus compactes, de plus en plus performantes. Là, ensuite, ça a été après, donc on a tourné en définition standard, qui était le même format que la télé utilisait. Et ensuite, tranquillement, on a migré vers la haute définition. Quand il y a eu l'arrivée, entre autres, des DSLR, qu'on pouvait faire de la vidéo, là, on avait des gros capteurs, je vais y revenir tout à l'heure d'ailleurs, qui donnaient une autre esthétique. Parce qu'on s'entend qu'en vidéo, les caméras vidéo, à part la pellicule cinéma, les autres, c'était des petits capteurs, mais vraiment très petits. Donc, tout était au foyer. Tu voulais faire une entrevue puis isoler quelqu'un, il fallait que tu te mettes à 20 pieds en arrière, que tu zoomes, et là, tu pouvais dire, OK, je vais isoler mon sujet. Mais sinon, on ne l'avait pas. Là. On était complètement... tout était au foyer, partout. C'est comme, par exemple, si on dit, je vais faire une entrevue avec une GoPro qui voit super large, avec un petit capteur, puis je voudrais isoler mon sujet. Ça ne marchera pas. Donc, ça a été une des évolutions. Et ensuite, là, le 4K est arrivé. Bon, évidemment, ça a eu un certain buzz et tout. Puis, je vais y revenir tout à l'heure. Mais tout ça pour dire qu'on est parti de quelque chose de très gros, de très encombrant, de très complexe, de très coûteux, à quelque chose de super démocratisé, de super compact, de super performant, avec une super bonne latitude. Parce que dans le fond, maintenant, on arrive à avoir une qualité d'image qui est identique à celle qu'on prenait quand on prenait un appareil photo et qu'on faisait des photos. Bien, maintenant, on est capable de faire la même chose en vidéo. Et ça a été un gros changement dans l'industrie et dans l'esthétique. Si on regarde, entre autres, à la télévision, vous prenez des images, on va dans les archives et pas si lointaines, on va aller, mettons, dans le début des années 2000 même, et on regarde les images à la télé, on dit « Ouais, c'était pas si beau que ça, finalement. » Ah oui, et pourtant, ça fait pas si longtemps. Ça a vraiment énormément changé. Je vais vous montrer rapidement, donc, un bref survol, parce que là, évidemment, vous vous dites peut-être, mon Dieu, là, on parle de grosses caméras, de gros équipements et tout, mais rassurez-vous, j'ai aussi travaillé avec du matériel plus compact et moins cher que certains. Donc, juste faire un petit aperçu. Je ne lirai pas tout, là, parce que bon, c'est une petite présentation que j'avais faite sur les différents formats. Ici, et j'ai pris la peine de prendre des modèles qui sont tous des modèles qui enregistrent en 4K. Donc, les caméras que vous voyez dans cette présentation sont toutes des caméras qui font du 4K. Donc, on voit, entre autres, ici, on est dans les petites caméras, donc on a des caméras consommateurs, simples à utiliser. À l'origine, les caméras utilisaient des petits capteurs, même pour les caméras consommateurs. Dans ces cas-ci, surtout celle d'en haut, la Sony, on parle d'un capteur d'1 pouce. À l'époque, et encore aujourd'hui, par exemple, dans les salles de nouvelles, les caméras utilisent des capteurs 2/3 de pouce. Donc ici, on a une caméra grand public qui a un capteur plus large que les caméras broadcast
qui sont encore en utilisation aujourd'hui. Donc, c'est quand même, quand on disait démocratisation, les autres, on parle de caméras de 45 60 000 $ avec l'objectif et les piles. Ici, on parle d'une caméra qui est peut-être dans les 2000, dans les 1500 $, qui fait du 4K, qui a un gros capteur, qui est capable de faire des belles images en basse lumière, parce que ça aussi, ça a été une grosse évolution au niveau des capteurs. Il n'y a pas si longtemps, on tournait des images. J'avais travaillé avec une caméra qui s'appelle la Sony EX1. Et je m'étais habitué à travailler avec d'autres caméras qui avaient des plus gros capteurs. Je faisais des captations de spectacles, comme celle que vous avez vue, là, la dame qui chantait. L'image était super nette. J'avais pas tant de lumière que ça sur ce décor. Et là, j'étais revenu avec une caméra qui avait un plus petit capteur. Je disais, c'est un peu sombre, je vais donner un peu de gain pour avoir de l'image. Une chance, c'était la générale, c'était pas le spectacle. Puis j'étais plus habitué. Moi, j'étais habitué au luxe, j'étais habitué à mes gros capteurs. Fait que ça prenait de la lumière, puis j'en avais pas besoin. Là, c'était granuleux, épouvantable. Donc, et pourtant, je partais d'une caméra beaucoup plus chère, puis là, j'étais habitué avec une qui était moins chère, qui me donnait une meilleure image. Donc, il y a eu vraiment un gros changement de ce côté-là. Ceux qui ont parti le bal des gros capteurs pour faire de la vidéo, ça a été Nikon et Canon. Et bien que bien des gens pensent que c'est Canon, parce que tout le monde dit « Ah, la 5D Mark II et tout ça », le premier, c'était le Nikon D90, qui était la première à faire de la vidéo dans un DSLR. Un DSLR, vous savez, c'est Digital Single Lens Reflex. Donc, dans le fond, il y a le miroir qui lève pour pouvoir exposer le capteur, comme on le voit avec la vue découpée du Alpha 99 Mark II, qui lui fait du 4K. En fait, toutes les caméras qui sont ici aussi sont encore des caméras qui font du 4K. Le seul inconvénient de ces boîtiers-là, par contre, c'est que bien souvent, quand on travaille en vidéo, on aime pouvoir accoter la caméra, surtout si on est à l'épaule, on aime pouvoir accoter la caméra et pouvoir regarder l'image. Ça nous donne un point d'appui. On n'a pas juste nos deux mains, on a aussi notre œil. Avec les réflexes, malheureusement, ça ne marche pas parce qu'évidemment, quand on tourne en vidéo, il faut exposer le capteur, donc le miroir est relevé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le viseur, c'est un joli accessoire qui ne sert absolument à rien. On ne peut même pas voir les menus. Donc, ce qui nous amène à l'évolution des appareils sans miroir. Donc là, ici, on voit... D'ailleurs, le petit Canon, je ne suis pas sûr, lui, il était peut-être pas... je ne suis pas sûr qu'il est 4K, lui. C'est le nouveau... comment il s'appelle déjà? Enfin, c'est le nouveau sans miroir, parce que Canon aussi s'est mis à faire des appareils sans miroir. Les autres qui sont là font tous du 4K. Donc maintenant, on est capable d'avoir un appareil qui va littéralement dans la poche. Peut-être le petit en bas, le 6300, va aller dans la poche si elle est un peu grande. Mais on a des appareils donc, qui sont vraiment performants, qui nous permettent de tourner en 4K. Et la plupart de ceux-là, qui nous permettent même de tourner en log, c'est-à-dire d'avoir une gamme étendue au niveau de la latitude. Je vais y revenir tout à l'heure un petit peu plus en détail. Donc, on est rendu avec des petits appareils qui sont vraiment pas chers, qui nous permettent de changer d'objectif et d'avoir une qualité d'image 4K avec une latitude comme ce qui serait dans la catégorie HDR, High Dynamic Range. Maintenant, on est capable de retrouver ça dans des caméras prosumer, consommateurs même. Donc, il y a vraiment un gros changement. Les caméras d'action. Donc, tout le monde connaît les GoPro, mais maintenant, il y a Nikon qui en a sorti une, là, qui est Key Mission, en 170 ou en 360 degrés. Je ne rentrerai pas trop dans le détail du VR, du Virtual Reality, mais maintenant, on est capable de tourner du 4K 360 degrés. Donc, avec la bonne application, Adobe Premiere, entre autres, le fait, on est capable de... On a nos images. Donc, par exemple, j'aurais mis la caméra au-dessus de ma tête, comme on regarde la Nikon, celle à gauche complètement. Celle 360, c'est un cube. Littéralement, il y a un objectif de chaque côté. Et ça voit à 360 degrés. Je le mets sur ma tête, puis là, on pourrait regarder l'image de la salle ici, puis sur une tablette, par exemple, on pourrait tout simplement bouger l'image, puis on verrait de l'autre côté. Si vous voulez en faire l'expérience aussi, je crois qu'on a des lunettes en bas pour pouvoir justement voir du matériel. La dernière fois, il y avait un démo, on se promenait sur la Grande Muraille de Chine et on pouvait regarder tout autour de nous. Ce qui est assez déroutant parce que quand on se tourne avec ces lunettes-là, on voit l'image tourne aussi, donc c'est vraiment particulier. Et on est rendu là, si on parle de caméras qui sont à peu près grosses comme ça, c'est tout petit, et on fait ces deux caméras qui font une vision 360 degrés en 4K. On est rendu là. Alors, donc, maintenant, on pourrait dire que ces outils-là, maintenant, on ne peut plus dire qu'on a une barrière physique
pour pouvoir faire les images qu'on veut. En plus, on parle de caméras qui résistent, qui résistent aux chocs, qui résistent aux intempéries, à l'eau. On peut vraiment les battre. Mettons qu'il n'y a pas si longtemps, quelques années quand même, j'avais fait le caméraman sur une série où on était coup de cœur pour découvrir le Québec. On avait fait le tour de la Gaspésie. Quand on prend un trépied qui pèse 20 livres, une caméra qui en pèse 30 et qu'on fait 3 km dans le bois pour se rendre sur le bord d'une falaise, faire une prise de vue, puis qu'on voit ces petites caméras-là, aujourd'hui, on dit « Mon dos aurait été bien content d'avoir ça. » Mais bon, à l'époque, c'était ce qu'on avait et on faisait avec les outils. Il fallait mesurer 5 et 11 et peser 175 livres. Voilà. Évidemment, les téléphones cellulaires, on n'en vend pas ici. On vend des accessoires, par contre. S'il y en a qui veulent avoir des plus grands angles, on peut mettre des objectifs sur les téléphones qui, eux, maintenant aussi, font du 4K. On est rendu vraiment dans le très, très compact et très portable. Donc, c'est vraiment... On n'a plus d'excuses de dire « Ah, j'avais pas une caméra faire une image. Peu probable. » On l'a. Des fois, ça peut devenir irritant aussi. Ça, c'est un petit bout éditorial, mais par exemple, des fois, on voit des gens qui sont avec leur téléphone, ils prennent des images, ou alors tu dis « Ah oui, tu exposes ta vie au monde, mais est-ce que tu la vis? » Ça, c'est une autre histoire. Mais bon, je ne rentrerai pas là-dedans ce matin. Évidemment, les caméras, donc, cinéma ou broadcast. Dans ce cas-ci, je suis allé plus côté cinéma. La Blackmagic Ursa Mini, la FS7. Si vous regardez beaucoup de télévision, magazines, trucs comme ça, ont été tournés, entre autres, avec la FS7, donc celle avec les deux antennes. C'est un récepteur pour le micro sans fil. Et en haut, on a la Red. Red, c'est une classe à part. Comme vous avez vu dans mon démo de 2010, l'image du monsieur qui passe à travers le mur, c'était tout du green screen, sauf un panneau de JPROC. Donc, le reste, c'était un décor virtuel. Parce qu'évidemment, je faisais installer des panneaux et tout, puis il devait changer pendant un commercial de 30 secondes. C'était pas des vrais panneaux. Mais c'était déjà à l'époque, j'ai tourné ce commercial-là avec la Red, ce qui me permettait de tourner en RAW, comme quand on fait de la photo, tourner donc toutes les informations que prennent le capteur sont enregistrées et ne sont pas traitées pour pouvoir avoir le maximum de latitude, le maximum de possibilités. Et là, je m'étais dit, OK, là, on fait du décor virtuel, OK, on va mettre le paquet. Et à l'époque, le paquet, c'était la Red One. Elle était grosse, c'était gros comme un ballon de football. Ça chauffait beaucoup. Souvent, il fallait sortir du studio avec la caméra pour la laisser refroidir. On appelait ça des Red Moments à l'époque. Donc, c'était un peu plus ardu. Tandis que celle-ci, qui est en haut, la Red, pour vous donner une idée, elle est grosse comme ça. Elle fait du 8K maintenant, à 60 images par seconde en RAW. Donc, on est rendu complètement autre part. Et je vais vous montrer tout à l'heure c'est quoi le 8K par rapport aux autres formats. Tout à l'heure, je vais parler un petit peu de la grosseur des capteurs. Si vous voyez, on a l'avant-dernière en bas, la plus grosse, c'est la Canon 5D. Mark II, Mark III, Mark IV. En fait, tous les capteurs full frame qui donnent le look qui est vraiment beau. Comme tout à l'heure, dans mon démo, vous avez vu là, le gars avec les cheveux tout ébouriffés. Là. Ça, c'était tourné avec une 5D Mark II. Ce qui donnait une image avec une très très faible profondeur de champ, puis ça avait une qualité et un style qu'on ne retrouve pas même dans les caméras cinéma. Parce que le capteur est plus petit. On parle comme par exemple, en cinéma, le format c'est celui en haut qui est marqué Super 35, donc en haut à droite. Ça c'est le format standard cinéma, la pellicule, les Super 35. Et tout à l'heure, la caméra, je vous avais montré, là, en fait, toutes celles-ci, ces trois caméras-là ont le capteur format Super 35. Donc, quand on veut du full frame, c'est une esthétique qui est différente. C'est une question de goût. Moi, j'aime beaucoup. Mais il y en a qui disent « Ah, j'aime mieux avoir plus de détails partout. Je vais aller dans des capteurs plus petits. » Si on a besoin d'une caméra qui va nous permettre d'avoir un zoom qui va porter très, très loin, bien là, à ce moment-là, on va aller du côté des capteurs 1 pouce, que je n'ai malheureusement pas ici. Mais si vous voyez, 1, 2, 3, le quatrième à gauche, 2 tiers professionnels. Ça, c'est le format des capteurs qu'on retrouve sur les caméras broadcast, les caméras dans les salles de nouvelles, entre autres. 2 tiers de pouce. Vous devez connaître ça très, très bien aussi. Ce qui permet d'avoir des zooms, vu que le capteur est plus petit. Si on veut un zoom qui va nous permettre d'aller loin, on peut avoir quelque chose donc, qui est petit parce que vu que le capteur est plus petit, on peut avoir une portée beaucoup plus grande sur le zoom sans avoir l'encombrement. Par exemple, un zoom 21x
donc qui zoome 21 fois sur une Canon 5D, serait un zoom à peu près gros comme ça. Tandis que dans une caméra broadcast, 2/3 de pouce, c'est long comme ça. Et dans une caméra consommateur, avec maintenant, même si on a des 20 pouces, ils sont gros comme ça. Donc, tout dépend du besoin, de l'approche et du style qu'on va avoir, puis aussi de la commodité. Donc, c'est vraiment, donc ça fait partie donc, des différences. Mais au niveau des caméras, par exemple, consommateurs, on va être souvent du côté du 1 pouce, 2/3 de pouce, 1/3 de pouce. Évidemment, plus le capteur est petit, moins on a de capacité à capter la lumière, donc plus il faut de la lumière pour avoir une belle image. Donc, c'est toujours le compromis à faire quand on cherche une petite caméra. Là, quand on parle des différentes résolutions du 4K, ben en fait, il n'y a pas que le 4K. Là, l'autre slide, je vous dis tout de suite, vous n'aurez pas besoin de la lire. C'est tous les formats actuels qu'on retrouve, autant du côté vidéo, écran d'ordinateur, projecteur et autres. Donc, comme vous voyez, il y en a une et une autre. Et c'est un peu le problème. En fait, ils se sont dit au début, hey, quand le HD arrive, tout va être pareil. On va tout avoir la même image. Ben non. Parce qu'il y a eu d'abord le 720p, qui était le HD. Après ça, il y a eu le 1080, qui était en interlace ou en progressif. Après ça, il y a eu le 2K pour le cinéma. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah, les caméras ARRI, c'est des caméras, écoute, ils s'en servent sur les grosses productions, ça doit avoir énormément de résolution. » Et non. Les ARRI, les Alexa et tout ça, les grosses caméras digitales de ARRI sont en 2K. Maintenant, ils enregistrent en 4K, mais ce n'est pas un vrai 4K. Le capteur est 2K et il le gonfle. À tel point même que Netflix, vous connaissez tous Netflix, qui eux veulent diffuser en 4K et maintenant même en HDR, on dit on n'accepte pas le matériel tourné en Alexa parce que ce n'est pas du vrai 4K. Et on parle de vidéo qui est envoyée par Internet. Donc, mais eux, ils ont dit non, c'est pas du vrai 4K. Donc, bien souvent, les productions faites sur Netflix vont être faites avec d'autres caméras. Ben, peut-être pas les FS7 parce qu'évidemment, on parle de production à gros budget, c'est probablement plus de la RED ou des caméras de ce type. Nous, dans ceux qui nous intéressent ici, ben, vous voyez, voici nos formats justement. On va simplifier un petit peu, donc les différents formats. Donc, quand on regarde dans l'historique, si on part d'en bas puis on monte, le 720p, il y a beaucoup de télé qui diffusent en 720p en passant, beaucoup de diffuseurs. Et on monte 1080, 1920, 1200 sur les écrans d'ordinateur. Le 2K, qui est le format de la plupart des projecteurs cinéma. Le Ultra HD, qui est le 4K, mais en format 16:9, donc le même format que la haute définition. Donc de ce côté-là, c'est un standard télé. Il y a le cinéma 4K que va vous donner certaines caméras. La GH4 le fait, la Sony FS7 va le faire. La GH4, en passant, c'est les petites caméras qui nous filment en ce moment. Ces caméras-là font du 4K et du 4K cinéma, donc le 4096 par non précisé. Le pourquoi du non précisé, c'est que dépendant du format qu'on veut utiliser ou le format de diffusion qu'on veut, ben, la hauteur verticale peut changer. Donc, si par exemple je fais une image en 2.39, ben, évidemment, elle ne fera pas 2096 de haut, elle va faire moins. Forcément, puisqu'on coupe le haut et le bas de l'image. Ensuite, le 5K, des caméras qui font du 4.5, 5K, 6K. Quand on disait là, des standards, c'est assez complexifié. Et maintenant, on regarde le 8K. C'est des résolutions vraiment, rendues là, on dépasse la qualité, la résolution d'un DSLR, en fait, d'une bonne marge. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, le 8K, ça se trouve être 35 mégapixels. Donc, c'est vraiment beaucoup, tandis que le 4K, c'est seulement 8 mégapixels. Donc, on passe d'une coche et on vient de quadrupler la résolution. Pour vous donner une idée visuellement, parce que c'est toujours plus agréable de voir, si vous regardez le format DVD, qui était le format télé, et là, on voit l'évolution, le 720p, le 1080, le 2K qui, dans le fond, est comme du 1080, mais juste un petit peu plus large. Le 4K, le Ultra HD, puis ensuite, en un petit peu plus rouge, le 4K cinéma. Et ensuite est arrivé la RED, qui a été annoncée le 11 octobre, donc tout récemment, qui, elle, fait du 8K, donc 35,4 mégapixels. Pour vous donner une bonne idée, donc, vous voyez ce format-ci, on est en 4K, c'est le but de notre présentation d'aujourd'hui. Et le 8K, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc, quand on traite ce genre d'image-là, ça prend des machines,
vraiment solide, et ça prend beaucoup, beaucoup de disques durs. Surtout que ces caméras-là, là, présentement, il y a juste la Red qui fait ça. On parle vraiment de quelque chose de très, très, très lourd comme fichier, et de traitement d'image, évidemment, c'est gigantesque. Généralement, il faut transcoder dans un autre format pour pouvoir le travailler aisément parce que c'est vraiment ardu. Là où a été le gros changement au niveau du 4K, c'est pas tant la résolution. Parce que quand on regarde sur une télé, moi à la maison, j'ai une télé 4K avec un lecteur Blu-ray, donc qui n'est pas un lecteur 4K. Et avec ma fille, on regarde La Petite Maison dans la Prairie qu'on lui fait découvrir. C'est en DVD, définition standard. Ce qui est drôle, c'est que la machine, mon lecteur de Blu-ray, fait un très, très bon travail de upscaling. Donc, il prend l'image plus petite, puis il l'agrandit, et il fait un beau travail. L'image, je dois dire, à une distance de visionnement normale, est tout à fait correcte. Alors, pourquoi passer de HD à 4K? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Si on regardait juste au niveau des pixels, il n'y aurait pas vraiment une grosse différence, dans les faits. Pas réellement. Par contre, là où il y a vraiment une grosse différence, c'est au niveau du gamut étendu. C'est-à-dire que le Ultra HD nous permet maintenant d'avoir beaucoup plus d'informations de couleur et aussi beaucoup plus d'informations entre les noirs et les blancs, beaucoup plus de possibilités. Maintenant, avec les caméras d'aujourd'hui, dans le fond, il y en a beaucoup qui disent « Ah, mais le HDR, c'est quoi? Ah, le HDR, tu sais, le High Dynamic Range. » Quand on pense HDR, on pense en photo, on dit « Ah, on prend plusieurs photos, puis on les met ensemble, puis là, ben, mettons, notre ciel, il y a du détail, il n'est pas blanc, et on a du détail dans les zones noires, mais c'est un compositing qui donne un look qui n'est pas tout à fait naturel. » Tandis que le HDR, en vidéo, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, on pourrait comparer ça à une image photo normale, prise avec une bonne caméra. Parce que, bon, on s'entend que d'habitude, les caméras vidéo, on n'avait pas beaucoup de latitude. C'est-à-dire qu'entre les noirs et les blancs, on avait en moyenne 6 stops. Tandis que maintenant, les caméras d'aujourd'hui, on parle de 11, 12, 14 stops de latitude au niveau de la vidéo. Les caméras photo nous donnaient déjà ça depuis longtemps. Mais par contre, en vidéo, c'est nouveau. Et si vous voyez ici, dans l'exemple, on regarde une image sur une télé normale, celle de gauche, et tandis qu'à droite, c'est une image sur un écran HDR. Le HDR, pour vous donner une idée, un écran de télévision normal va vous donner la luminosité dans les blancs, les plus blancs que la télé va être capable de vous donner. On parle d'environ 200 nits. Un nit, c'est l'unité de mesure d'un écran. De la luminosité d'un écran. Un nit équivaut à peu près à la lumière d'une chandelle. C'est comme si vous regardez une chandelle qui émet une lumière, ça va être à peu près l'équivalent d'un nit sur un écran. Une télé normale, comme celle que vous voyez ici, on parle d'une luminosité de peut-être 200 nits. Les télévisions HDR qui commencent à rentrer sur le marché, il n'y en a pas encore énormément, mais c'est en train de rentrer, on parle de 500 à 1000 nits. Si par exemple, vous voyez une image blanche comme celle-ci, qui est très claire, avec un écran HDR, ou alors que je mets l'image complètement blanche, ça ne sera même pas confortable à vos yeux. Tellement c'est lumineux. Donc quand on balance nos couleurs, il faut faire attention. Ce qui est merveilleux par contre, c'est que j'avais vu une présentation faite par Sony il y a quelque temps avec Alistair Chapman, je vais vous en reparler pour ceux qui s'intéressent, qui nous montrait une image qu'il avait faite. Lui, c'était un chasseur de tempêtes, donc des images avec des nuages, puis là, un éclair qui apparaît. Puis il nous le montrait sur un écran ordinaire. Ensuite, il nous l'a montré sur un écran. Donc, tu dis, waouh, c'est super beau. Ensuite, il nous l'a montré sur un écran HDR. Un écran HDR broadcast qui valait 30 000 $. Mais, au lieu d'avoir une ligne blanche, qui est juste blanche, on avait une ligne, la ligne de l'éclair, qui sortait littéralement parce que là, c'était au-delà de blanc. Parce que quand on regarde un écran, on dit, oui, c'est une surface blanche. Mais si, par exemple, je prenais une lampe de poche puis je vous l'enverrais dans le visage, en fait, la ligne de cet éclair-là était aussi lumineuse que si c'était une lampe de poche que vous avez envoyée dans le visage. Mais là, on avait une image super contrastée avec énormément de détails, de la couleur, des couleurs, d'une richesse, comme on voyait nulle part. En fait, on regardait l'autre à côté qui était sur un moniteur broadcast standard et c'était comme, c'est fade, c'est pas naturel, c'est pas beau, il n'y a pas de gradation dans les gris, dans les noirs, dans les couleurs, tandis que dans l'autre, on avait tout ça. C'est une des différences. Pour vous donner une idée rapidement, si vous regardez l'image de gauche en 4K,
C'est une image que j'ai prise du site d'Apple parce qu'ils ont lancé leur nouveau Final Cut qui gère maintenant le High Dynamic Range et qui gère les formats qu'on appelle REC 2020, tandis que le format des télévisions standards, c'est le REC 709. Si on regarde au niveau des détails, comme par exemple, je vais venir ici, chaque côté, si on regarde ici, c'est l'histogramme. On voit ici, dans les noirs, parce qu'ici, évidemment, tout ce qui est à droite, c'est les blancs, puis ce qui est à gauche, c'est les noirs. Et on voit que même dans les noirs, j'ai du détail. Tandis que si on regarde dans l'image REC 709, mes noirs, c'est juste une ligne. Je n'ai pas d'informations, tandis qu'ici, j'ai des subtilités dans les noirs. Là, on voit qu'il y a du bruit même, que dans l'autre, il n'y a rien, il n'y a aucune information. Donc, on peut voir que dans les noirs, on a beaucoup plus d'informations. Et au niveau de la couleur, c'est la même chose. Si vous regardez au niveau des vecteurs, on voit ici là, la couleur. Puis là, évidemment, on a un exemple qui est assez probant. Ce qui est un peu dommage de mon exemple ici, c'est qu'on a des télés qui ne sont pas HDR ou qui ne sont pas calibrées et tout. Ici, j'ai pris les mêmes images que celles d'en haut, mais j'ai essayé de redonner un peu plus de couleur à celle de droite. Pour voir, attends, c'est peut-être juste que mon image est moins contrastée, ou moins de couleurs. On va pousser un peu les contrastes, on va pousser un peu les couleurs. Et malgré tout, on se rend compte qu'il y a plein de subtilités qu'on n'a pas dans l'image. Donc, au niveau, par exemple, de l'ombre dans la fleur, c'est comme on passe d'un état à l'autre, on explose les couleurs. Donc, je n'ai pas plus d'informations pour traiter. Pour vous donner une idée, ça ici, cette forme un peu bizarroïde, là, je vais faire un peu technique, mais je vais vraiment vous faire le survol parce que ça explique quand même bien la chose. Si vous voyez le petit triangle à l'intérieur, ça c'est le spectre des couleurs visibles, cette représentation-là. Le petit triangle qu'on a là, ça se trouve à être toutes les couleurs qu'on retrouve sur une télé, comme on a ici, sur une télé HD, je vais dire standard, c'est drôle à dire, mais... Donc, on parle de 16,7 millions de couleurs. C'est la possibilité du nombre de couleurs qu'on peut avoir dans ces télés-là. Si on regarde du côté du REC 2020, qui est le nouveau standard, il n'y a pas beaucoup de caméras qui tournent déjà dans ce format-là, il y en a quelques-unes seulement. Et là, on parle plutôt de 1073 millions de couleurs si on tourne en 10 bits, donc 10 bits d'information par couleur. Et si on va en 12 bits, parce que dans le format 4K, un des standards, c'est 10 ou 12 bits d'information, on monte à 68,7 milliards de couleurs. Alors quand on dit, hey, on était à 16,7 millions, on est rendu à 1 milliard ou 68 milliards de couleurs. Vous voyez un peu à quel point est-ce qu'on a une évolution au niveau des couleurs, au niveau des possibilités. On s'entend tout de suite. Si je prends un petit DSLR ou un hybride qui fait du 4K, j'aurais pas 10 bits. En fait, c'est pas vrai. La GH4 qui est là derrière, si je mets un enregistreur externe dessus, donc dans le fond, c'est un moniteur qui peut enregistrer, est capable de sortir une image 10 bits. Donc, avec ces petites caméras-là qui sont là, qui valent 1600 $ le boîtier, on est déjà capable d'atteindre le milliard de couleurs avec ces petits appareils-là. Donc, on est rendu là. Pour vous dire aussi, au niveau des aspects techniques, parce que, bon, évidemment, tous ces aspects-là, ici, c'est vraiment très technique, mais une des sources de référence, puis il est venu quelques fois à Montréal, ici, faire des conférences, c'est Alistair Chapman. C'est un Britannique, c'est lui qui fait qui est entre autres chasseur de tempêtes. Il tourne beaucoup avec les Sony FS7, F5 et compagnie. C'est un gars qui est très technique, c'est un perfectionniste. Je veux dire, c'est un des seuls. Il a fait plein d'images, entre autres, qui ont été utilisées par National Geographic et autres pour pouvoir... entre autres, dans des films, par exemple, des films catastrophes, il y a des images de tornades. Probablement que vous avez vu des images d'Alistair Chapman. Il en a fait, il en a vendu. Et si vous allez sur son site xdcamuser.net, moi, c'est l'endroit, et avec ces conférences, où j'ai appris le principe du log pour avoir la gamme, pour pouvoir profiter de la gamme étendue des caméras. C'est sur son site, donc on retrouve comment exposer adéquatement et tout ça. C'est beaucoup plus poussé, évidemment, on parle d'un usage professionnel, mais côté vulgarisateur, je vous le recommande vivement, il est excellent. Les options de diffusion, donc on va faire ça très très vite. Maintenant, où est-ce qu'on peut retrouver du HDR et du 4K? Parce que dans le fond, c'est bien beau de dire « Ah, youpi, on tourne en 4K. » OK, on va le voir où? Sur quoi je peux diffuser mes images en 4K? Si par exemple, on dit on veut consommer des images, regarder des films ou tout ça, évidemment, il y a les Blu-ray Ultra HD qui, eux, nous donnent maintenant donc cette latitude
de qualité d'image, de HDR. Donc, on n'est évidemment pas en 8K, on s'entend, on est en 4K. YouTube on peut déjà mettre du matériel sur YouTube en 4K. Pour l'instant, je ne crois pas qu'ils soient encore HDR, mais c'est dans le pipeline, ça devrait venir très bientôt. Donc, on va pouvoir diffuser du matériel HDR sur YouTube. Donc, si vous faites du matériel que vous voulez diffuser, mettre en ligne, l'option, elle est là, elle existe. On a déjà des capsules, les plus récentes capsules sur le site de Lozo, sur le YouTube de Lozo, sont en 4K. Juste vous donner une idée. Donc, très, très simple. PlayStation Vidéo, on peut downloader. Google Play. Amazon Instant Video, il faudrait que je vérifie si on l'a ici au Canada, je suis plus sûr, probablement. C'est un peu comme Netflix, dans le fond, tous ceux qui sont en bas, c'est un peu dans le même principe que Netflix, donc il y a du streaming ou alors de la location de films qui vont être en HDR. On retrouve aussi, bon, vous l'avez compris peut-être, je suis un gars d'Apple, les ordinateurs de Apple, les iMac 5K et puis le nouveau MacBook Pro ont la capacité et la latitude donc, du HDR. Donc, on est avec le 500 nits, pas le 1000, le 500 nits, qui est le standard numéro 2. Quand on disait que c'était pas simple les standards, même pour le HDR, il y a 2 standards. Donc, puis aussi tous les moniteurs, les écrans qu'on appelle Ultra HD Premium, entre autres LG, Samsung en fond, vont vous permettre d'avoir cette expérience-là sans devoir mettre 30 000 $ parce que c'est un moniteur de référence broadcast. Donc, on voit que c'est en train de monter. Il y a aussi des téléphones cellulaires maintenant qui vont avoir des écrans HDR. Sony, ils en annonçaient une. Donc, c'est vraiment, on est rendu là et c'est là qu'est cette évolution du 4K. Le montage, très très rapidement, ce que je veux vous dire, si vous faites du montage en 4K, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prévoyez de l'espace disque parce que ça en prend. La plupart des compagnies supportent le 4K, Avid, Adobe, Apple, Sony, donc ça, même dans les formats, donc Adobe Premiere, iMovie fonctionne en 4K. Maintenant, iMovie fonctionne en HDR depuis la semaine dernière, non, cette semaine. Mais il faut prévoir beaucoup d'espace disque, des machines puissantes et des écrans de qualité bien calibrés pour pouvoir monter notre matériel. Ça, c'est vraiment un must parce que, bon, évidemment, plus on monte en qualité, bien, on veut voir ce qu'on fait. Ça prend quand même un peu plus d'espace. Oui, il monte en 4K, puis maintenant, le nouveau Final Cut supporte le Rec 2020 aussi. Oui, depuis tout là. Alors, voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui.